Salut Laura, comment tu vas? Très bien, et toi, Bah Aurélia? écoute, je vais très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Solo to CEO. Merci pour ton invitation. Très, très contente d'être là et hâte de nos échanges. Yes. Alors bah écoute Laura, permets-moi de te présenter si tu veux bien. Avec Donc plaisir. tu es donc une entrepreneur, donc tu as commencé ta carrière dans le conseil en stratégie pour des grandes entreprises françaises et aujourd'hui tu es fondatrice et PDG de Coco Kombucha, qui est une marque de boisson sans alcool premium. Exactement. Top. Et ta mission, drink better, live better. Coco, c'est une boisson savoureuse, raffinée et saine. Et la particularité, c'est que tu l'as lancée sans financement, grâce au crowdfunding. Dis-moi si je le dis bien, parce que mon anglais, il est pas top. Oui, crowdfunding ou en français, financement participatif aussi Voilà, sur c'est ça. Ulule. Tout à fait. Et ta marque, elle s'est rapidement développée à l'échelle nationale et internationale, et notamment, elle a suscité l'intérêt d'acteurs connus comme les Galeries Lafayette, Monoprix, Disneyland. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu distribues aussi ces grandes enseignes, ces grandes marques. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec des beaux partenaires et la liste continue de se rallonger. Donc, c'est vraiment top de voir l'évolution et de voir qu'il y a une vraie demande et appétence pour ces enseignes aussi sur des tendances plus naturelles, sans alcool et saines. Génial. Et donc, ben, en fait, ton modèle économique, il repose sur une entreprise qui s'est autofinancée avec pas aucun employé. Et aujourd'hui, tu te définis comme solopreneur, travaillant à distance et tirant parti de la création de contenu, parce qu'aujourd'hui, tu as bâti ta communauté sur LinkedIn avec 20 000 abonnés. Et je pense que c'est ce que l'on appelle du bidding public, c'est ça? C'est-à-dire que tu as créé, voilà, c'est ça, ton entreprise avec du contenu, des posts sur les réseaux sociaux. Et, euh, et aujourd'hui, en plus de ta marque, donc si j'ai bien compris, c'est comme si tu avais deux business parce que tu as ta marque, tu as ton produit, Coco Kombucha, mais Mhm. également, tu accompagnes également des jeunes entrepreneurs dans le lancement d'entreprises alimentaires. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a deux notions intéressantes. Finalement, je me suis lancée comme solopreneur en utilisant beaucoup ce devier digital et ce building public sur la marque de Coco. Mais ça m'a permis de développer mon personal branding en parallèle. Et du coup, ce personal branding-là me permet d'avoir d'autres activités. C'est Caroline Mignot qui le voit de cette manière et je trouve intéressant. Finalement, notre personal branding ou notre même profil LinkedIn, c'est un peu la holding. Et derrière, elle vient servir tes autres activités ou tes autres activités viennent servir comme tu veux. Et c'est vrai que c'est ce que permet aujourd'hui le digital, c'est de pouvoir un peu tester des choses facilement, que ce soit voilà lancer une formation, un guide un peu que j'ai lancé Food Business 2.0 pour lancer facilement sa marque food, ou faire de l'accompagnement, faire un peu des partenariats d'influence aussi. Voilà, en fait la liste est longue et on peut faire plein de choses. C'est vraiment sympa. Génial. Et est-ce que je vais ta boisson, parce que je ne l'ai pas encore commandée, mais je ne vais pas tarder à le faire. Coco Kombucha, quelle est la particularité de ta boisson? Donc peut-être un rappel pour ceux qui connaissent pas le kombucha. En fait, c'est une levure qui nous fait obtenir une boisson qui est fermentée à base de thé. Et donc, on a un côté pétillant et acidulé naturel dans la boisson, qu'on peut faire d'ailleurs avec ou sans alcool. On la trouve souvent sans alcool. Et l'idée pour moi, c'est d'avoir quelque chose justement, qui change des sodas ou des boissons sans alcool classiques, qui est plus recherché, tu vois, et qui reste quand même sain pour la santé parce que c'est à base de thé, c'est naturel, pas trop sucré, bio, fait en France, et puis sans gluten aussi. Donc c'est vrai que ça coche un peu toutes les cases aujourd'hui recherchées par les consommateurs. Et vraiment, en fait, avoir une option le soir où t'as pas envie de boire d'alcool. Et du coup, si tu fais attention un peu à ce que tu bois, tu te retrouves vite avec un pareil citron parce que manque d'alternative. Et donc, je voulais aussi voilà, que cette alternative soit conviviale pour passer des bons moments. Et d'où le slogan Drink Better, Live Better pour être en pleine forme aussi le lendemain. Voilà. Génial. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es fait connaître, donc tu l'as fait donc sur LinkedIn, mais comment tu as eu tes premiers clients? C'est toi qui es allé démarcher des sociétés comme tu l'as dit, Galeries Lafayette et autres? Comment tu t'y es pris?
Oui, au début, LinkedIn, c'était pas du tout le gros de mon business parce que enfin, faire du kombucha, qui était quelque chose de bizarre à l'époque, pas connu, et parler de kombucha sur LinkedIn, c'était un peu lunaire, quoi. Donc, non, c'est vraiment au début, le crowdfunding est un bon moyen de tester son produit, l'appétence des consommateurs et de faire une preuve sociale parce que bon, c'est un montant qui peut aujourd'hui ne pas paraître énorme, mais j'avais fait 12 000 euros, je crois, de vente. Et bon, bah, ça montre que tu as quand même, je sais plus de combien de centaines de personnes qui sont prêtes à acheter ton produit. Donc, c'est, voilà, derrière, quand tu vas démarcher un bar, un restaurant, tu sais que il y a des consommateurs et donc ça te rassure toi, ça le rassure lui. Et donc, voilà. Et après, ça s'est fait progressivement ou quelques mois après, quelques semaines après. Je me suis dit, OK, bon, bah, ça marche dans mes bars, restaurants. Est-ce que je peux pas aller voir des plus grandes enseignes? Bon, il y a aussi le Covid qui a accéléré les choses parce que moi, je ciblais vraiment les bars-restaurants et c'était le Covid. Donc, c'était ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et là, je me suis dit, OK, je démarche des grandes enseignes comme Monoprix ou le Club Med. Et, euh, et en fait, là, c'est clairement ce qui a marché, c'est la prospection et vraiment la détermination. C'est pas facile parce qu'ils sont très sollicités. Oui. Mais en fait, voilà, il faut appeler, il faut essayer de se faire introduire, il faut insister. Et ça, c'est c'est toujours le nerf de la guerre, même aujourd'hui. Parfois, je signe des clients après 2, 3 ans à les prospecter. Mais voilà, c'est un jeu long terme et faut apprendre aussi. J'ai fait beaucoup de formations sur la vente, sur la prospection à l'époque avec Scalesia. Aujourd'hui, je travaille aussi avec une agence qui m'aide à avoir des leads qui s'appelle Hook, qui est super. Je fais aussi un club de vente avec Benjamin Maffé. Donc, ouais, de toute façon, le rôle d'un CEO, il n'y a pas de secret, c'est de vendre. Donc, vendre au gros compte, c'était l'essentiel au démarrage pour moi. Génial. Donc après, on va en venir à tout ce comment tu as structuré, comment tu t'es fait accompagner par les équipes, etc. Parce que je suppose qu'aujourd'hui, tu n'es pas toute seule, tu t'es entouré de partenaires. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous partager ta vision, la vision que tu as pour toi et pour ton business? Oui. Du coup, l'idée de Coco, c'était quand j'ai lancé de devenir numéro un des kombucha en France. Oui. La marque numéro un, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs, on est quand même un peu plus d'une trentaine, et il n'y a pas de marque qui se dessine vraiment. Et après, bon, j'ai un milestone un peu personnel parce que du coup, j'ai réorienté mon business model pour le moment pour justement être plus agile, plus flexible. Au début, je voyais levée de fonds, équipe, bureau, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est plutôt passer le million d'euros de chiffre d'affaires. C'est mon prochain milestone de cette manière-là. Et continuer ensuite de développer Coco en France et à l'international. Là, on a un nouveau format qui arrive. Euh, Allez, je le dis en exclusivité, c'est la canette. Donc ouais, des développements produits, on a d'autres formats qui nous sont demandés. Et je pense que pour le moment, il y a déjà pas mal à faire. On a sorti une nouvelle saveur, le Pêche-Churro, l'été dernier. Donc voilà, un peu la vision pour la suite, c'est vraiment renforcer en France, devenir numéro un, et puis continuer un peu le déploiement à l'étranger qui marche bien. Belle exclue et super en termes comment dire, d'évolution à l'international. Donc, ouais, vraiment top. Et quelles sont tes intentions, tes désirs, si tu veux nous les partager pour ton biz d'ici la fin de l'année 2025? Je suis en train de signer un gros distributeur qui est numéro un en France. Donc, c'est en train de se faire. Il y a beaucoup d'échanges et un gros acteur aussi de la restauration hors foyer. Donc, j'aimerais bien réussir à les closer d'ici fin d'année. Ça fait des mois qu'on échange. Je pense que c'est en bonne voie. Mais donc, si ça venait là pour ce mois-ci ou décembre, ce serait super. Et sinon, voilà, continuer. On développe beaucoup le e-commerce aussi parce que maintenant j'ai un bon prestataire logistique qui est encore store et j'aimerais bien accentuer aussi le e-commerce. On fait pas mal de choses avec mon ami Kylian qui me coach là-dessus et c'est un secteur que j'aime bien aussi. Ouais. Génial. Top, top. Et est-ce que tu peux nous partager à quel moment justement tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer d'indépendante à une personne, une chef d'entreprise qui commence à s'entourer d'une équipe de prestataires de freelance? Est-ce qu'il y a eu des Ouais. signes déclencheurs? En fait, c'est marrant parce que donc j'ai lancé ouais avec cette idée c'est un peu une histoire personnelle du coup avec cette idée de faire une grosse entreprise etc lever des fonds
Et puis, il y a eu le Covid. Et puis, je suis tombée malade au tout début. Et donc, j'avais très peu d'énergie. Et en fait, même déjà avant, j'étais très inspirée par la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais, Donc, en fait, j'avais cette vision très quand même lifestyle de mon business. Je suis à la fois très ambitieuse et à la fois, j'avais pas envie que... je suis ambitieuse dans toutes les sphères de ma vie. Donc, j'avais pas envie que ça vienne impacter trop ma santé, trop mon temps avec la famille, tu vois. Donc, il y avait tout de suite cette logique de work smart et ouais, not harder. Et donc, je pense que j'ai dès le début structuré mon entreprise comme ça, en faisant appel à des partenaires pour externaliser la production. La logistique, c'est jamais moi qui ai envoyé un seul carton. Et en fait, c'est venu naturellement où je savais que j'avais trop envie de prendre une assistante virtuelle parce que du coup, j'en voyais beaucoup d'anglophones en fait. Depuis des années, je lisais des posts là-dessus et j'ai fait une formation qui s'appelle Workless dans la lignée ouais, de Rich Webster que je recommande, il est top. Et là, en fait, on devait se dire quelle est la tâche la plus importante pour ton business tous les matins qui va te permettre de passer à l'étape d'après. Et moi, ça clignait en fait, ça brillait, c'était prendre une VA. Et donc c'est là que pendant cette formation, je me suis dit, OK, je contacte Madalena, qui était en parallèle dans un autre groupe de formation pour LinkedIn avec Thibault Louis. Et je me suis dit, c'est parti, quoi, c'est ma chose à faire. Et ça a changé ma vie, mon business, mais d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bah, en fait, j'avais pas forcément envie de recruter, mais ce modèle-là, il est parfait. Parce que du coup, je m'entoure d'entrepreneurs. C'est des gens qui ont envie, qui se forment tout seuls, qui ont envie d'aller plus loin. Et c'est de là qu'est venu le début. Et comme tu le dis, en fait, je m'en rendais même pas compte finalement, parce que je me marketais très solopreneur. Et j'ai fait une formation RH avec une amie récemment et qui me dit bah oui, mais en fait maintenant c'est comment tu affirmes ton leadership parce que tu as toute une équipe de partenaires qui finalement travaillent pour toi et tu as besoin de leadership et de management d'une certaine manière en fait. Et donc ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement maintenant j'ai quand même une belle équipe à gérer, même si c'est pas le rôle classique de salarié employé dirigeant. Ouais. yes. Ok. Et pour toi, quel a été le plus gros changement de quand tu es passé de solo indépendante à chef d'entreprise avec une équipe? Ben en fait, on rentre dans une autre dimension business. Tu peux vraiment te concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Le travail, il est bien fait, il est mieux fait, c'est plus réactif. Ça t'enlève une charge mentale de fou. Et t'as envie ça te redonne de la motivation, en fait, parce que je vois, j'ai des entrepreneurs que je coach et ils font eux-mêmes leur carton aujourd'hui et l'expédition. Et je me dis, mais à 300 commandes par semaine, t'as même pas envie que les gens t'en achètent plus sur l'e-shop, tu vois, c'est pas possible. T'as juste envie qu'ils arrêtent de commander. Et donc, ça a vraiment été le bon déclic à ce niveau-là. Ouais. Top. Et donc aujourd'hui, comment tu définis ton rôle au sein de ton organisation? Euh, Aujourd'hui, bah, effectivement, je suis la CEO, donc je porte la vision. J'essaye d'embarquer, d'aligner tout le monde sur les projets en parallèle. Et tu vois, c'est un vrai sujet. Justement, je suis en pleine réflexion. C'est comment je communique mieux les informations parce que maintenant, j'ai aussi une copywriter, j'ai une deuxième assistante. Là, en ce moment, j'avais un stagiaire. Je disais l'agence commerciale qui travaille pour moi. Et parfois, je partage des nouveautés, parfois non. Donc, je me disais peut-être, tu vois, c'est important de fédérer, que les gens, qu'il y ait une synergie en fait. C'est comment tous ces gens-là vont pouvoir amener Coco à l'objectif et l'entreprise et pas simplement moi finalement. C'est comment j'arrive à créer cette énergie pour que tout le monde porte le projet. Et donc c'est un peu ça que je suis en train de voir. Donc peut-être par une réunion, tu vois, même mensuelle, courte ou Ouais, par exemple, c'est bête, hein, mais un espace Notion d'onboarding qui réécrit, réaffirme les valeurs, des choses comme ça. Oui. Peut-être d'accord. un petit mailing de semaine, voilà ce qui s'est passé pour tout le monde. Parce que comme on travaille beaucoup en asynchrone, il faut quand Eh même que oui, l'information se transmette au final. d'accord. Est-ce que tu avais une appréhension à déléguer ou pas du tout? Non. En fait, pour moi, j'ai toujours pas cher, c'est toujours trop cher. Et c'est pour ça que je prends toujours les meilleurs du marché ou les gens avec qui je fit, où je fais vraiment confiance. Et je pense que ma mère était mon expert comptable au tout début. Ouais, Et elle a un rapport à l'argent qui est très, il faut économiser. Et ce qui est bien hein, quand on démarre l'entreprise. Moi, je suis parfois un peu trop dans l'investissement.
Mais elle a halluciné quand la première semaine, j'ai donné des codes de carte bancaire et mes codes bancaires à mon assistante. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas d'autre option. Soit tu fais confiance à fond et bah, si ça marche pas, ça marche pas. Ou soit ça sert à rien de déléguer. Si c'est pour revoir chaque ligne, chaque mot qu'elle écrit. Et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, elle adore ça et c'est son métier, donc elle est forcément meilleure que moi. Donc en fait, c'est ça, il faut prendre des gens qui sont meilleurs que toi. C'est ça. Deux, si c'est mal fait, alors c'est moi qui me remets en question. Euh, et je me dis, j'ai mal communiqué. J'ai mal communiqué, ou alors on peut améliorer. Et en fait, c'est ça, tant que tu as la bonne personne en face, donc un A-player, entre guillemets, euh, bah du coup, forcément, tu fais confiance, sinon ça sert à rien. Moi, c'est un peu mon parti pris. Yes. Et il faut accepter qu'il y aura des choses qui ne seront pas faites comme toi tu l'aurais fait, il y aura des erreurs. Mais tout le monde fait des erreurs. Toi aussi, tu en aurais fait. Et de toute façon, sinon, tu grandis pas, en fait. Si tu fais tout toi, c'est pas possible. Ouais. C'est ça. Puis il y a souvent cette appréhension de déléguer pour certains qui vont se dire, bah, est-ce qu'elle fera aussi bien que moi et aussi vite? Donc au début, c'est sûr que ça prend un peu de temps, la délégation, ça demande du temps à consacrer, Oui. de la formation, de l'énergie. Il faut pas imaginer effectivement que la VA ou peu importe la copywriter soit opérationnelle tout de suite, mais après très vite, une fois qu'elle a tous les outils mis à disposition pour qu'elle puisse s'épanouir et qu'elle a la vision, les missions, les valeurs du CEO. Et comme tu dis aussi, cette notion de mettre en place peut-être des réunions mensuelles pour faire le point sur l'avancée des projets, Mhm. pour repartager aussi la vision pour que tout le monde aille sur la même voie, c'est vrai que c'est important, ouais. Et Oui, et ouais, puis, tu vois, ça te force à mettre en place des process qu'on ne fait pas soi-même, à tout mettre dans Notion, du coup, à faire des vidéos Loom. Et du ouais, coup, tu gagnes un temps qui est phénoménal parce que, par exemple, on a, du coup, c'est elle qui reçoit toute une partie des mails sur la boîte Hello Coco qui est dédiée. Et toutes les demandes qui étaient entrantes, d'alternance ou autres, bah, je les vois plus passer. Donc, même s'il y a une super demande et j'ai plus ce temps de questions où je me dis, ah, mais quand même, en fait, ça m'aide à rester droite dans mes objectifs et dans mes process de c'est pas le moment, on pour le moment dit non. Et donc, ça fait gagner un temps de folie aussi et ça aide vraiment à écrire des process et à être carré yes, dans ses objectifs. carrément. Et par qui donc tu as commencé? Tu as commencé à recruter une vieille ou d'abord dans la partie Oui. logistique? Ah, non, d'abord la production et la logistique. Donc là, tu as combien de personnes qui sont dans la prod et la logistique? C'est un peu dur à dire parce que c'est Ça dépend. des PME, mais j'échange avec 5 personnes dans chaque entreprise. D'accord, Parce que j'ai deux partenaires logistiques. d'accord, ok, Et ensuite, j'ai commencé par la VA qui, maintenant, je l'appelle bras droit de la CEO parce qu'elle est vraiment, elle fait les opérations en fait. ouais, Elle fait vraiment la gestion de la comptabilité, paiement des factures, à gestion des partenaires bancaires parfois si besoin, administratif, à gestion des commandes, facturation, traitement des commandes en termes logistiques, traitement des problèmes avec les clients. Elle fait le site e-commerce aussi parce qu'elle aime bien en ce moment. Donc c'est très vaste. Et ensuite, j'en ai d'accord. pris une deuxième qui était une amie d'enfance et qui souhaitait se lancer là-dedans et qui avait une fibre commerciale. Donc elle met plus sur la partie un peu responsable commerciale et puis réseaux sociaux. D'accord. Donc c'est elle qui s'occupe pour toi de poster tes posts et les photos, les visuels, etc. Comme une Voilà, community manager? de temps en temps. Oui, exactement. Ouais. D'accord, ok. Et donc, elle, tu dis, c'est une amie d'enfance et la première, tu l'as recrutée via l'agence de Madalena. Exactement, ouais. D'accord. Et donc ensuite, tu m'as dit, il y a qui d'autre dans ton équipe? Tu m'avais parlé d'un stagiaire et d'un copywriter? Oui, exactement. Alors, j'ai ensuite un stagiaire. Je voulais pas en prendre parce que je trouve que c'est compliqué de, par exemple, les alternants, de former des gens sur des sujets que tu maîtrises pas trop. En fait, Ouais. je l'avais fait au début, j'avais 2 alternants qui étaient super, hein, par ailleurs, mais typiquement, j'en avais pris une pour le community management.
Et en fait, c'est un métier que je maîtrisais moi-même pas et je trouvais ça très compliqué de Oui, devoir former quelqu'un. Euh, et donc, c'est pour ça que finalement, je dis à tout le monde, arrêtez de prendre des stagiaires ou des alternants. Pour démarrer, déléguer les tâches que vous savez faire et qui sont très simples, comme, voilà, faites appel à une assistante. Je suis ouais. désolée. Il y a... C'est bon. Et donc ensuite, ce stagiaire, j'avais travaillé avec lui en mission externe parce qu'il faisait les SEC en junior entreprise. Et de lui-même, Après, ça s'était très bien passé. On avait fait 2 missions. Je vois qu'il était très autonome. Il est revenu vers moi et je me suis dit, bon, il connaît déjà les tâches, il connaît ma manière de travailler en remote. On s'appelle très peu souvent aussi. Et voilà, en fait, c'est du coup, ça attire des gens qui travaillent comme toi et qui sont à l'aise avec ça. Et je pense que c'est important. Parce que moi, c'est ça, je peux pas passer du temps avec tout le monde, en fait, en tant que CEO. Je peux pas enfin, former plusieurs personnes. Et donc c'est important d'avoir des gens qui sont dans ce niveau d'autonomie et un peu entrepreneur aussi. Donc lui, tu étais passé par un réseau par l'ESSEC, c'est ça? Oui, c'est Pour ça. Je trouver cherchais des jeunes étudiants qui faisaient des missions de conseil pour m'aider. Pour le coup, c'était sur les monoprix, à vérifier qu'on soit bien en rayon et à... Voilà. Et ensuite, j'ai fait appel à une copywriter, c'est récent. J'avais travaillé avec elle via un webinaire LinkedIn avec une autre entreprise. Et j'avais besoin de quelqu'un pour écrire les newsletters Coco et relancer un peu le e-commerce à ce sujet. Et elle s'appelle Chloé, elle est super. Donc on vient de commencer là et donc elle m'aide sur toute la partie, voilà, revoir les séquences d'emailing, tout ça avec le site e-commerce. Et enfin, j'ai mon agence de vente Hook avec Kevin Goin aussi. Et eux, en fait, ils font de la prospection pour moi pour me prendre des rendez-vous qualifiés de grands comptes dans mon agenda. Ah, génial. Ouais. En fait, je vais essayer de, à chaque fois, voir où était ma valeur ajoutée. Et tu vois, sur LinkedIn, c'est la création de postes, un peu moins le community management. Sur la vente, j'arrive très bien à closer. Mais bon, le call calling B2B, c'est quand même, ça prend beaucoup d'énergie. Et encore une fois, c'est un métier. Eux, c'est leur métier. Même si moi, je me suis beaucoup formée là-dessus. Voilà, au bout d'un moment, il y avait des moments où j'en avais un peu marre. Et au moins, bah voilà, j'ai les gros rendez-vous. J'y vais avec plein d'énergie et je les close, quoi. D'accord. Donc en fait, cette agence, elle prospecte pour toi, mais elle fait également le closing ou c'est toi encore Non, qui c'est fais moi tout? qui fais le closing. Ah Ouais, ouais. voilà, c'est toi Eux, qui fais le closing. Ok. ils prennent le rendez-vous dans mon agenda. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, non, très intéressant. Et comment ces agences-là, comment elles se rémunèrent par rapport à la prospection? C'est un pourcentage comme font les closers, les setters et autres? Eux, c'est un forfait mensuel. Soit D'accord. c'est que des appels téléphoniques tous les jeudis, soit c'est un forfait avec du cold emailing et de prospection LinkedIn multicanal, du coup, qui est un peu plus élevé. Donc, c'est à 3000 euros et quelques. Mhm. Euh, et pour moi, c'était bien sur ce format parce que je savais que c'est des temps de signature de contrat qui sont très longs, comme je disais dans le B2B, dans la boisson, ça peut être 6 mois, un an, etc. Et je voulais quelqu'un de vraiment premium qui reflète mes valeurs. Donc, on a vraiment une relation qui est forte avec ces partenaires-là aussi. Et, euh, et voilà. Mais effectivement, je pense il y a d'autres formats qui sont aussi à la commission qui peuvent être bien aussi. Mhm. Mais en fait, on s'est rencontrés en club de vente avec Kevin et on a bien matché. Donc, voilà. Génial. Génial. Et donc, tu parlais aussi de projets. Donc, comment tu gères tes projets avec ton équipe? Bah, c'est un peu le sujet, c'est que c'est plutôt dans ma tête et ensuite je gère un par un en parallèle. Mais je pense que c'est un peu pour être très transparente, la prochaine étape vers laquelle il faut que j'arrive, c'est mettre plus de vision sur l'ensemble des projets que je fais en même temps, mettre peut-être des deadlines, de la temporalité et bon, après, c'est un avantage d'être très agile, hein. Voilà, les canettes, j'avais envie de les lancer. On en a parlé avec mon stagiaire il y a quelques semaines. On s'est dit, allez, c'est parti. Et là, tout s'enchaîne. Mais je pense que c'est bien de partager, d'avoir une vision avec des grandes étapes pour que chacun puisse avoir, en fait, c'est ça, la vision et être porté par la vision d'ensemble de Coco. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de vision, est-ce que tu te fixes des objectifs stratégiques à 3 mois, 6 mois, un an, jusqu'où tu vas pour communiquer après avec ton équipe? Oui, justement, j'étais plus sur le... Bah, le but, c'est toujours de faire plus, hein, mais j'étais plus sur le mensuel pour le moment. J'avais une vision assez court terme.
Ce qui permet aussi de s'adapter à, enfin, mensuel ou annuel. Voilà, il y a un objectif de chiffre d'affaires qui est très ambitieux à l'année. Et ensuite, c'est voilà, chaque mois comment on peut faire pour atteindre ces objectifs-là. Mais il est vrai que je pense qu'on pourrait aller plus loin avec une vision un peu plus affinée. Même si c'est vrai que c'est toujours, enfin, il y a des opportunités dans une startup aussi jeune qu'on peut pas prévoir. Typiquement, c'est une histoire que j'aime bien, mais une semaine après que mon assistante soit arrivée, elle m'a relancée parce qu'on avait une demande du Luxembourg. Et moi, je me suis dit, oh là là, c'est pas notre priorité. Pour le moment, on lance la France et tout. Et maintenant, aujourd'hui, c'est notre premier client, c'est un distributeur au Luxembourg. Donc ça, tu vois, c'est 5 000 € de vente par mois. On pouvait pas le voir venir, quoi. Mais c'est bien quand même de prendre le temps de réécrire sa vision. Et j'en parlais de l'exercice RH que j'ai fait, de se dire quelles sont les valeurs, où est-ce qu'on veut emmener Coco. Et ça permet bah, de fédérer, comme tu le dis très bien aussi. Ouais, ouais, top. Et donc voilà, donc tu me disais voilà au niveau de la gestion de projet, tu m'as dit voilà tout est dans ta tête, mais quand même, je veux dire tu passes par un outil pour gérer les projets. Tu m'as parlé de Notion tout à l'heure. Est-ce que c'est via Notion que tu comment tu fais pour gérer bah tu vois les tâches pour que les équipes puissent s'approprier le projet? Comment tu gères ça? Oui, alors en fait, on échange beaucoup par email, mais pour les process de base un peu classiques, tout est dans Notion. C'est-à-dire que voici, là, on a un nouveau client, toutes ces informations sont là, comment traiter les commandes avec lui. Mais sinon, j'échange quasiment exclusivement que par email. D'accord, ok. Donc ton outil de communication avec ton équipe c'est via Oui, l'email. Ok. exact. Pas de Slack ou Non, je déteste ouais. les notifications. J'essaie de regarder mes emails 2 fois par jour. Donc, parfois, il y a un peu de WhatsApp si c'est plus urgent. Mais on essaie Ouais, vraiment d'être sur cette logique asynchrone. Et voilà, le seul objectif, c'est de répondre sous 12-24 heures pour tout le monde. Et voilà. génial. Et tu m'as parlé donc des process, notamment pour comment on traite les commandes clients, etc. Est-ce que tu as mis d'autres process, d'autres systèmes en place dans ton entreprise que tu as répertorié sur Notion? Oui, il y a des réponses types aux demandes qu'on reçoit. Euh, Quoi d'autre? Euh, Bah, il y avait même des process pour poster sur LinkedIn. Vraiment, le but, c'est d'en avoir au maximum. En fait, chaque tâche où je me dis, je peux la faire pour la dernière fois, ou la déléguer, ou l'automatiser, ou la processer. Si ça prend 2 minutes, je le fais tout de suite. À chaque fois, c'est vraiment l'effort que j'essaye de faire et c'est ce qui me facilite l'accès à l'inbox zéro. Et en fait, c'est gratifiant parce que derrière, tu dis, ah, c'est la dernière fois que je fais cette tâche. Donc, tout ce que je peux déléguer ou automatiser ou standardiser, je le fais. Et j'ai un outil aussi qui permet, avec des raccourcis, que ça te tape ton texte que tu veux. Et donc, c'est des mails types aussi que j'ai. Donc, tout est normalement assez carré. C'est avec une IA comme Fixer ou c'était quoi? Ça s'appelle Dash, Text Dash, quelque chose. Par exemple, je mets un slash. Et si je mets mon arrobase, alors ça met mon email, que ce soit sur LinkedIn, sur mon mail, ou mon numéro de TVA, ou un mail type, ou voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont Ça te fait gagner du assez temps. cool. Ouais, Bah c'est ça, on se rend pas compte, mais au quotidien, au bout d'un moment, ouais, ça fait quelques minutes et c'est pas ouais. mal. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager justement, puisqu'on parle de ça, de tous les outils, les logiciels qui pour toi te semblent essentiels pour gérer, pour optimiser Oui. l'opérationnel de ton entreprise? Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment dans une entreprise en forte croissance, les finances. Donc pour ça, j'utilise Penny Lane, Ouais. que j'adore et que je recommande. Même aujourd'hui, on a notre banque dessus. Ils ont développé la banque avec mon assistante à sa carte bancaire. C'est très facile. Les factures sont détectées automatiquement. Quand on a un paiement, ça les rapproche directement avec la facture Ouais. en cours. Vraiment, ça fait gagner un temps de malade. On voit très clairement voilà, les factures en retard, etc. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel pour moi, un bon outil. Ça génère automatiquement les factures quand il y a un paiement sur le site, par exemple? Ça, c'est avec Stripe pour le Ah, moment. voilà. Ouais, Hmm. on travaille avec Stripe sur le e-commerce. Mais effectivement, le e-commerce, on a Shopify et on est encore Store en train d'automatiser pour que les commandes partent directement. Donc ça, c'est super aussi. En fait, le moins on fait à la main et le mieux c'est. Mais sinon, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Il a dit Pour moi, oui. Notion. Hmm.
Notion, évidemment. Notion et Penny Lane, c'est vraiment mes indispensables. Google Meet. Calendly aussi, ça permet de faire gagner du temps. Euh, et puis quoi d'autre? Lemlist. J'aime beaucoup Lemlist. Le nom que je n'ai pas retrouvé, texte Dash. Et j'ai une box zéro aussi qui permet de ne pas afficher sa boîte mail et de mettre un temps maximum de consultation par jour et qui nous affiche le nombre de fois on a regardé notre boîte mail. Oh, bien Donc, ça. Hmm. oui, c'est très pratique parce que quand tu recherches un email, par exemple, comme toutes mes infos sont dans mes emails, euh, bah, t'affiche que les mails concernés sans voir les nouveaux qui sont non lus. Et ça enlève la tentation d'aller regarder les mails. Très bien. Et ça s'appelle comment? Tu te rappelles du nom? Je crois que c'est une box zéro. C'est un Google sur Google Chrome. Ok, j'ai regardé. Ça va être intéressant, effectivement. Oui. Hop. Et est-ce qu'il y a des KPI, des indicateurs clés de performance que tu as envie de nous partager, et que tu affectionnes particulièrement pour la gestion de ton entreprise? C'est une bonne question. Moi, j'ai plutôt tendance à suivre le chiffre d'affaires et la marge Ouais, parce que dans notre secteur, c'est important. Et qu'il faut vendre beaucoup de bouteilles pour générer de la marge aussi. Donc, c'est principalement les deux indicateurs que je suis. Mais après, bien sûr, le but, c'est de pas perdre de clients. Donc ça, c'est aussi important, même si je le suis pas, je l'ai en tête. Voilà, dès qu'il y a un client, enfin, je porte une attention importante à cela. Euh, et ensuite, voilà, je me prends pas plus la tête que ça. Après, bon, bah, sur LinkedIn, c'est un peu les followers ou voilà, l'engagement. Mais c'est ça. Pour moi, tant qu'on a une bonne croissance, tout en respectant bah, nos principes phares, hein, qui sont avoir un bon produit de qualité, un travail qui est bien fait, des bonnes relations avec tous nos clients euh, et un service irréprochable. Une fois qu'on a ces bases-là, alors, et ça participe bien sûr, mais alors ce qui compte, c'est si on fait le bon travail de la bonne manière, c'est de se développer et d'arriver à être de plus en plus rentable et de pouvoir réinvestir à chaque fois dans le développement. exactement. Et en parlant des clients, parce que tu dois avoir une grosse base de quand même de clients aujourd'hui, tu as Mhm. un CRM. Est-ce que Penny Lane, il a aussi l'option CRM? Non, alors j'avais Pipedrive à un moment qui était pas mal. Mais finalement aujourd'hui euh, on utilise, moi j'utilise Notion pour mon CRM. Finalement ça D'accord. fait, l'idée c'est de me dire bah tu vois ok j'ai beaucoup de clients mais j'ai quand même mes plus gros. On parlait de Monoprix ou le Club Med ou autre ou l'export. Donc en fait j'ai ma base de big accounts, de key accounts. Eux j'essaie de les recontacter souvent, je les ai. Enfin il y en a je pense une quinzaine tu vois au final peut-être 20 maximum. Et ensuite, ma responsable commerciale s'occupe plus des petits comptes, des plus petits comptes entre guillemets. Et ça, on a les échanges directement, l'historique, que ce soit sur les plateformes ou par email. Donc globalement, elle aussi, elle fait un peu le travail de CRM sur Notion. Mais j'aime bien faire les choses simples en fait. Et je me suis dit, pourquoi avoir 1000 outils si on peut les avoir là, tu vois, même dans mes prospects à qui je parle depuis des années. J'ai juste le nom de la personne contactée, le nom du prospect, la prochaine étape, et en dessous, je mets tout l'historique des appels avec la date, ce qu'on s'est dit en 3 lignes, et ça suffit largement en fait. Enfin, en tout cas parce que je fais peut-être pas assez d'emailing ou de relance là-dessus, mais du coup, c'est très personnalisé. D'accord. Pour le développement aussi de ta marque, est-ce que tu fais aussi des ads ou pas du tout? Pas encore. Comme on vient de relancer le e-commerce, je pense que j'attends un peu d'avoir un peu plus de chiffre d'affaires. Mais clairement, c'est un sujet qui pourrait être super intéressant. Et je veux aussi relancer mon Instagram que j'avais un peu mis de côté ces dernières années. Maintenant qu'on relance le e-commerce, c'est un bon outil. Yes. Est-ce que tu as, est-ce que tu une visibilité de ce que ça te rapporte justement, toute cette stratégie de contenu que tu développes sur LinkedIn par rapport à ta marque? Est-ce que tu as une idée de d'où vient le chiffre d'affaires? Pour moi, c'est assez inestimable. Je trouve que LinkedIn a vraiment une valeur. Il y a ce que tu vois et il y a tout ce que tu vois pas. Mais donc, bien sûr, je peux te dire, j'ai signé quelques clients. Il y a des clients que j'avais déjà contactés avant où je les ajoute sur LinkedIn, ils me voient poster tous les jours, donc ils me disent, ah oui, je sais qu'on devait avancer ensemble, je vous relance, voilà. Donc oui, c'est sûr, un chiffre d'affaires, que ce soit B2B ou même B2C, c'est avec LinkedIn que j'ai relancé
le e-commerce, tu vois, parce que mine de rien, mes clients sont sur LinkedIn, ce qui paraît pas commun comme ça, mais en fait, ça a bien marché. Et mais surtout, c'est les partenariats. Tu vois, ça permet d'apporter de la confiance à tes partenaires bancaires. C'est bête, hein. Les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui te lisent que tu sous-estimes. Ça peut être les invitations bah, dans les podcasts ou trouver des partenaires. Des partenaires comme Mavea, qui est quand même qui a changé mon business aussi. Donc pour moi, ouais, la valeur, elle est largement supérieure au simple chiffre d'affaires. Et ensuite, tout ce que ça me permet sur mes autres business à côté, le guide Food Business 2.0, l'accompagnement en coaching, plein d'autres choses, ouais. Génial. Donc ouais, c'est quelque chose que la création de contenu, c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire et que tu tiens à garder. En fait, c'est ça. En fait, dans le... Parce qu'il y a travailler moins, mais il y a aussi travailler smart dans le sens qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie. Et c'est C'est le travail ça. que j'avais fait avec mon coach Romain Drouet, qui nous aide beaucoup à travailler avec notre valeur et notre why. Et en fait, c'est lui qui m'avait guidée sur le chemin de l'accompagnement rémunéré, parce que je prenais souvent des calls pour aider les jeunes entrepreneurs, et je le fais toujours aujourd'hui avec plaisir de temps en temps. Mais c'était vraiment naturel et c'est quelque chose que j'aimais bien faire, ça et la création de contenu. Et je me suis dit, mais en fait, attends, la création de contenu, ça marche très bien, j'y arrive très bien. Ça me rapporte du chiffre d'affaires, il faut que j'accélère là-dessus et j'adore le faire. Enfin, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il faut trouver ces zones de génie. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie? Qu'est-ce qui t'en enlève? Passer des appels pour passer des appels, ça me prenait la tête. Hop, j'ai délégué. Je fais plus de création de contenu. Et c'est l'idée aussi, manager des gens qui travaillent super bien, tu vois, que ce soit sur la newsletter ou autre, j'adore parce que du coup, tu reviens avec quelque chose qui est encore mieux fait au-delà de tes attentes. Et c'est pareil sur l'Instagram, j'ai hâte qu'on le relance là. Donc en fait, ma zone de génie, c'est plutôt ça, c'est toucher à des nouveaux projets, développer des nouvelles choses, voilà, faire de la création de contenu et parler avec des gens sur des appels de vente. Voilà, j'ai un bon relationnel. Donc c'est un peu identifié, c'est ça finalement. On se dit toujours il faut se forcer à faire des choses et parfois c'est vrai ou au début c'est vrai ou c'est bien d'apprendre, hein. Je regrette pas d'avoir appris la vente, c'est super important dans la vie. Mais je pense qu'il faut, c'est ça, trouver ce que tu fais naturellement de bien et aller vers enfin, ce vers quoi vers ce que tu aimes en fait. Parce que moi j'adore. En fait, je m'amuse vraiment sur la création de contenu LinkedIn ou les podcasts ou autres. Et ça, c'est très important ce que tu dis, hein, de vraiment de repérer quelle est ta zone de génie, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont fait le choix de déléguer des choses qu'ils aimaient faire. Et Oui, voilà, comme la création de contenu, justement. Ils étaient très bons, ils excellaient dans ce domaine, mais pourquoi, je ne sais pas, ils ont préféré déléguer. Et après, ils sont très vite revenus à l'ancien ah système, oui, c'est-à-dire qu'ils reprenaient la main dessus, parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, que bah, c'était quelque chose dans lequel ils excellaient, quoi. Et ça leur oui, manquait. c'est ça. Mm. Puis bon, oui, il y a le business, mais à un moment, on est là pour se faire plaisir aussi, quoi. On va pas se C'est ça. forcer. Enfin, si tu veux tenir dans le long terme, à mon avis, la clé, c'est aussi d'être heureux dans ton entreprise. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma vision. Je suis pas là juste pour pendant 3 ans cravacher et revendre mon entreprise, quoi. Donc, c'est important de prendre du plaisir. Il faut être ouvert à réorienter, à d'autres manières de travailler que ce que tu Mm. avais imaginé. Et pour moi, c'est ça la belle leçon d'entrepreneuriat, c'est que ça t'apprend tellement sur quelles sont tes valeurs, ce que tu as envie de faire dans la vie. Et voilà, c'est bien de s'ouvrir à d'autres choses. Même à côté, moi, en ce moment, j'ai fait une formation de yoga cet été pour devenir professeur. Je donne des cours de temps en temps et en fait, il y a plein de synergies parce que comme je parle beaucoup de bien-être, de wellness, avec Elisabeth, on avait voulu organiser un événement, un peu un séjour, justement, retraite, création de contenu, yoga, bien-être. De la même manière, enfin, je pense que on peut avoir plein de centres d'intérêt différents et finalement, ça se regroupe assez bien. Alors, comment tu fais pour trouver ce temps-là? Parce que tu as mis en place justement la délégation. Est-ce que justement tu peux nous partager une semaine ou, je sais pas, sur 2 semaines, comment tu organises ton temps d'entrepreneur et ta vie privée? Comment Ouais, tu, bien sûr. comment tu gères? Du coup, mon temps est assez structuré. J'aime bien avoir une routine quand je peux, mais globalement, je me réveille vers assez tôt et vers 7 heures, j'essaye de lire 30 minutes un livre qui est souvent business ou développement personnel. Après, du coup, comme ça, je fais mon post LinkedIn en 30 minutes parce que je suis inspirée derrière. Et pareil, je me suis dit, bah,
c'est une des choses qui est le plus importante pour moi et que j'aime bien faire. Donc, autant le mettre le matin, tu vois, je commence bien la journée. Et en plus, ça correspond à la bonne heure pour poster, comme j'arrive pas à poster en avance. Ensuite, j'essaye de vraiment faire ma tâche la plus importante de la journée. On en parlait tout à l'heure, la MIT. Et tu vois, pendant tout ce temps-là, le but, c'est qu'avant midi, normalement, j'essaye de vraiment limiter mon téléphone, mes mails. Je me concentre vraiment là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus important pour mon business aujourd'hui? Donc, en deep focus, 1 heure ou 2. Et ensuite, euh, le lundi, c'est plutôt, j'ai mon coaching avec Kylian ou mon appel hebdomadaire, tout ce qui est un peu process, stratégie. Le lundi, tu vois un peu l'orga, parce que je sais que les gens sont un peu moins dispo. Même moi, ça me permet de rentrer dans la semaine tranquille, regarder mes finances, faire le point, un peu toute cette partie-là. Le mardi, c'est plutôt vente, donc les grands comptes. Donc voilà, je fais des relances, des calls. Le mardi et le jeudi après-midi, c'est mes moments où je planifie des appels. Euh, le mercredi, c'est plutôt création de contenu et un peu e-shop aussi B2C. Jeudi, c'est activation client. J'essaie de passer du temps à rappeler mes clients, à faire des activations commerciales avec eux, à pourquoi pas les développer davantage. Et le vendredi, c'est un peu plus les entrepreneurs que j'accompagne l'après-midi et normalement de la formation ou du networking quand j'ai le temps aussi. Et après, dans l'idée, j'essaie vraiment de batcher. Tu vois, normalement, je regarde pas mes emails. Enfin, je regarde mes emails de 11h30 à midi et en fin de journée vers 16h30, 17h. Euh, et ensuite, après, je mets quand même. C'est pour ça que j'aime bien aussi pas avoir trop de rendez-vous, être un peu pouvoir être spontané. Si jamais des opportunités pro ou perso qui arrivent, et ça peut être. Bon, souvent les cours de yoga, c'est tôt le matin ou le soir, mais si jamais je peux déroger à ça, parce que du coup, mon agenda est finalement assez flexible. Yes. Et du coup, tes réunions, les réunions avec tes équipes, Il y en tu a en... presque pas. Ouais. Tout par WhatsApp ou mail. Et ensuite, si besoin, par exemple, mon assistante principale, j'en mets une par mois. Si je vois qu'il y a des sujets, on s'appelle 15 minutes, 20 minutes. Mais peut-être que c'est ça que j'aimerais bien un peu plus standardiser, tu vois. Même si c'est une fois par mois. Ou avec mon stagiaire Louis Amboise, là en ce moment, on s'appelle un peu plus. Le vendredi, on fait ça souvent aussi. Un petit call de 30 minutes pour débrief de la semaine et garder un peu du lien. Génial. Top. Bah, écoute, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux je vais te laisser le mot de la fin, tout simplement. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Je pense qu'effectivement, cette transition de solo à CEO, il faut la faire en y allant étape par étape. On n'est pas obligé de commencer grand tout de suite. Et moi, j'ai pris mon assistante au début, c'était quelques minutes par jour que je lui déléguais. Mais il faut tester, apprendre, on va faire des erreurs, c'est normal. Et c'est encore un autre job, mais qui permet d'évoluer dans le bon sens parce qu'on travaille vraiment sur les sujets qu'on aime, on se fait plaisir et en plus, je trouve qu'il y a quand même une vraie valeur de travailler avec des gens qui travaillent sur le même projet que nous, qui apportent une belle énergie et c'est un plaisir au quotidien d'avoir des équipes finalement alors que de base, je pensais que je voulais rester solo. Donc voilà, merci à tous mes partenaires par ailleurs, c'est vraiment top d'être aussi bien entouré. Génial. Ben écoute, merci pour tout. Si les personnes veulent communiquer avec toi, veulent échanger avec toi suite à ce podcast, c'est quoi le meilleur moyen? LinkedIn, parfois je mets un peu de temps à répondre, mais ça va. Mais j'essaie d'être assez réactive sur LinkedIn. Ok, super, LinkedIn. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup pour cet échange, Laura, et je te dis à très vite. Merci Aurélia, à très vite.